Salut, ici Louise Petrouchka, chargée des podcasts chez Mademoiselle. Merci d'écouter cet épisode de Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Comme tu l'entends à cette douce musique, il est sponsorisé par Le Pacte à l'occasion de la sortie de Premières Vacances, un film avec Camille Chamou et Jonathan Cohen, à voir en salle dès le 2 janvier 2019. Premières Vacances, pour t'expliquer un peu, c'est l'histoire de Marion et Ben, deux trentenaires qui font connaissance sur Tinder et qui, comme le feeling passe bien dès le premier soir, décident de partir en vacances ensemble sur un énorme coup de tête. Malgré les avis mitigés de leurs entourages respectifs, les voilà en route pour la Bulgarie, à mi-chemin entre leur destination de rêve, Beyrouth pour Marion et Biarritz pour Ben, et Kalindi, notre merveilleuse rédactrice ciné que tu connais bien, a déjà vu Premières Vacances. Voilà ce qu'elle en dit. Alors, Premières Vacances, je l'ai découvert il y a quelques semaines en projection presse. J'ai ri pendant 1h30 sans quasiment discontinuer, mais j'ai vraiment ri à gorge déployée. Jonathan Cohen et Camille Chamou sont vraiment hilarants, et je connaissais bien Jonathan Cohen bien sûr, mais Camille Chamou beaucoup moins, et je dois dire que ça a été la révélation de ce film. Je suis tombée quasiment amoureuse d'elle. Voilà, je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir cette comédie qui, en plus d'être hilarante, est touchante et surtout est optimiste quant à l'amour en 2018. J'espère que ça t'a donné envie. Tu trouveras dans les notes du podcast la bande-annonce du film ainsi que tous les liens dont tu as besoin. Il est maintenant l'heure de Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et mon invitée cette semaine est à l'affiche du film qu'elle a co-scénarisé. Aujourd'hui, je suis très contente de te présenter Camille Chamou. Camille est actrice, metteuse en scène, elle vient du théâtre et elle est actuellement au cinéma à partir du 2 janvier 2019 dans Premières Vacances, dont Mademoiselle est très fière d'être partenaire. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et sans plus attendre, je tends le micro à mon invité, Camille Chamou. Camille Chamou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Non, c'est un plaisir, merci à vous. Alors, on peut se tutoyer ? Oui, allez, merci à toi. Super. Alors, une fois, j'ai demandé ça à Cécile Duflo et je l'ai vouvoyé de la première question. Donc, mets-moi un taquet. Non, je t'en supplie, tutoie-moi. Ok, super. Alors, la première question que je pose à toutes mes invitées dans ce podcast, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? Alors, je me souviens exactement de la petite fille que j'étais quand j'avais 7 ans parce que c'était le début de mon spectacle Né sous Giscard et que j'ai retrouvé le journal intime de quand j'avais 7 ans et tout ça. Quand j'avais 7 ans, je voulais déjà être comédienne. J'étais une petite fille qui adorait parler avec les adultes. J'étais une petite fille qui n'avait pas froid aux yeux dans le sens où je pense que je n'avais pas du tout peur. J'étais absolument pas timide. Je pouvais parler à n'importe qui et j'avais pas du tout peur de poser des questions ou de m'introduire dans les conversations, etc. Et un truc extrêmement important, déjà je prenais le bus et le métro toute seule parce que c'était une autre époque et je pense qu'on avait moins peur ou je sais pas, ou peut-être plus d'inconscience, mais en tout cas je prenais le bus et le métro toute seule pour aller à l'école à partir de 7 ans. Et en fait, je me faisais des petits voyages dans ma tête. Je parlais à tout le monde. Les gens étaient comme les figurants d'un film pour moi. Donc, j'avais le conducteur du bus. Bonjour, monsieur le chauffeur de bus. Une femme que je retrouvais dans le bus très souvent le matin, etc. Enfin, voilà, j'avais l'impression que ma vie était un petit film que je me faisais tous les jours avec des petits rites et tout ça. Et le truc le plus important, donc ça n'était pas ça, le truc le plus important, c'est que je me disais tout le temps, tiens, c'est marrant, les gens me parlent comme à une enfant, comme si je pouvais pas comprendre, ou pensent que je n'entends pas ou que je ne comprends pas quand ils disent des trucs. Et je me disais tout le temps, mais c'est fou, penser à ne pas faire la même chose quand je serai grande, parce que vraiment, en fait, je comprends tout. Pourquoi est-ce qu'on veut que je joue à l'enfant ? Est-ce que tu te souviens d'où ça devenait cette non-timidité, en fait, le fait de ne pas être impressionné par les adultes, parce que beaucoup d'enfants sont au contraire assez timides et assez renfermés, ou justement beaucoup d'enfants sont des enfants, c'est-à-dire ils ne prêtent pas attention aux conversations des adultes. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui t'avait intéressé ? Alors déjà, moi j'étais la 3e dans la famille et je pense qu'il y a un vrai truc là-dessus, c'est que quand tu arrives dans une famille qui est déjà constituée, où tu n'es pas le centre du monde, où tu n'es pas du tout
l'objet de toutes les attentions, mais où il y a déjà du bordel ambiant, des engueulades, des dialogues, des rigolades qui t'échappent. En fait, tu fais partie du décor quand t'es la troisième. Et du coup, je pense qu'il y a un truc où il faut s'imposer dans le bordel. Faut qu'on entende ta voix, faut parler plus fort, faut s'imposer pour qu'on t'écoute, quoi. Bah justement, à propos de faire entendre sa voix, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as défendu ton avis ? Je pense que ça devait être une discussion à table parce que très vite, adolescente, je me suis mise à ne pas être du même bord politique que mon père, notamment. Mon père est super libéral. Et moi, adolescente, je ne sais pas comment ça m'est venu, parce que j'étais chez les jésuites au collège, donc je pense pas que ce soit là que ça m'est venu. Et mon père était vraiment super libéral. Mais moi, j'ai très vite eu des pensées un peu gaucho. Wow. Un peu gaucho, même parfois gaucho caricatural. Mais je veux dire, je dis souvent, si on n'est pas de gauche quand on est jeune... Bon, ben, tu vois, c'est juste cette espèce d'inspiration de base. Alors, gauche, c'est une façon de parler, c'est-à-dire cette inspiration d'envie d'égalité, d'envie de partage et d'envie d'humanisme. De pas trouver ça normal que... De pas trouver ça normal, les inégalités. Voilà. Donc ça m'est venu tôt et je gueulais au repas de famille, enfin même tous les soirs voilà, ça y est, c'est la rebelle et tout ça, mais c'était drôle, on se vannait beaucoup à table, il y avait beaucoup de blagues, beaucoup de vannes, voilà, on n'avait pas de pitié quoi, les uns pour les autres. Donc ça, c'était à l'adolescence et tu Ouais. n'avais pas peur de défendre ton avis. Et la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle, tu sais, c'est la première fois qu'on dit quand je serai grande, je serai. C'était quoi ? Super vite. Je pense qu'à 7-8 ans, je disais déjà, moi je veux être journaliste ou comédienne. C'était mes deux trucs. Et comment réagissaient les adultes ? Est-ce que c'était ah oui, t'es mignonne, passe ton bac d'abord, ou ok, d'accord, voici comment devenir journaliste ou comédienne ? Bah, mes parents ont toujours, toute ma famille d'ailleurs, est très à cheval sur le fait de faire des études. Ce dont je les remercie quand même, parce que je trouve que c'est un bagage hyper fort, hyper utile. C'est ça d'ailleurs qu'il faudrait promouvoir partout, parce que quand on maîtrise la langue, c'est une arme extraordinaire dans la vie, quoi. Une arme d'insertion dans plein d'endroits, une arme de défense. Et voilà. Moi, ça m'est extrêmement utile de maîtriser les mots et la langue. Et je l'ai eu par la lecture, parce que ma mère m'a toujours fait le lire beaucoup, m'a toujours offert des bouquins et tout ça. Très petite, c'était ça, nos récompenses, c'était des livres en fait. Et après, plus tard, mes parents m'ont énormément poussé, mes grands-parents et tout, à faire des études, alors que je voulais tout arrêter pour faire du théâtre. Et en fait, je regrette pas du tout. J'en ai fait en parallèle, ce qui fait que... D'abord, j'ai très vite appris à faire les 3-8, la journée de travail normal et la journée du soir de cours de théâtre, machin, et la journée de la nuit de apprentissage, machin, devoir et apprentissage des textes de théâtre. Après tout, quand on aime, on ne compte pas. Enfin, on a une passion dans la vie, on peut la faire. Il y a pas d'heure perdue en fait. Toutes les heures servent à ça. Donc voilà. Non, je pense que j'ai vite dit que je voulais être comédienne, mais ça s'est superposé au reste de ma vie. T'as fait des études de lettres ? Ouais. Je suis bien renseignée. Et alors, la première fois que tu as douté de tes talents ou de tes capacités ? Franchement, je vais être super honnête avec toi, je n'ai jamais douté de mes talents et de mes capacités. Les autres ont peut-être douté, mais moi, je n'ai pas douté. Les autres ont douté, c'est-à-dire c'est-à-dire que ça a plus ou moins répondu. Je pense pas que j'ai eu spécialement de chance. C'est-à-dire que les gens disent beaucoup, ah, on a de la chance, etc. Moi, je pense qu'on crée sa chance. Alors, il y a un peu... Alors, par exemple, socialement, j'ai de la chance. C'est-à-dire, j'ai de la chance d'avoir eu accès à des cours de théâtre, d'avoir eu accès à des études, etc. Ça, c'est une chance, ça, c'est vrai. Après, professionnellement, arriver où je suis aujourd'hui, moi, j'estime que je ne le dois qu'à moi-même. Et aux super rencontres que j'ai pu faire, mais voilà, je ne le dois qu'à moi-même et à ma curiosité ou mon envie de y arriver, quoi. Après, je pense que...
il faut avoir confiance en soi. Et que la confiance, et là, c'est souvent la famille ou l'école qui te la donne. Donc, faut trouver au moins une personne qui te donne confiance dans la vie, quoi. Cela dit, j'ai jamais douté de mes capacités dans ce que je fais. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Énormément de choses que je ne sais pas faire. Je dis pas que je suis la meilleure. Je suis très, 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 très loin d'être forte en tout. Mais je sais que en écriture et en interprétation, comme actrice, comme artiste, je sais que j'ai des choses à dire et à défendre et que je le fais bien. Donc voilà, quand je dis les autres n'ont pas forcément eu confiance, c'est qu'il faut se faire une place. Mais j'ai toujours su que j'étais faite pour ça. Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire, parce que je trouve que c'est un discours qui est vraiment nécessaire et qu'on n'entend pas assez. Je vais être honnête, ça fait environ 8 mois que je sors un épisode toutes les semaines avec une personnalité différente, des gens très connus, des gens pas connus du tout. Et il y a un fil rouge, c'est que le travail paye. Oui, bien sûr, le travail paye. Il faut énormément travailler. Pas forcément à hauteur de ce qu'on investit, c'est pas forcément juste, c'est pas forcément dans le bon calendrier, c'est pas forcément immédiat, mais ça paye. Et bien ça sûr. fait du bien de l'entendre. Ah ouais, le travail paye, c'est certain. Faut pas compter ses heures, faut pas compter sa quantité de travail. Et puis, faut avoir. Si t'as une nécessité, c'est-à-dire que si c'est nécessaire pour toi de parler de certaines choses ou d'exprimer certaines choses, ça finira par toucher quelqu'un. Est-ce que tu saurais décrire ton moteur ? C'est-à-dire le feu qui s'est allumé et qui t'a fait travailler autant toutes ces années ? Précisément, c'est cette nécessité. C'est-à-dire que je pense une société est faite de plein de gens et il est nécessaire qu'il y ait des gens pour faire telle chose. Il est nécessaire qu'il y ait des profs, il est nécessaire tout le monde a une nécessité dans la société et moi je pense que ma nécessité, parce que c'en est une, même si elle est dérisoire à côté d'autres choses et qu'on n'est pas des chirurgiens qui grèvent des cœurs, mais néanmoins apporter aux gens un regard artistique, humoristique sur ce qu'ils vivent, sur la société dans laquelle ils évoluent et sur les névroses de leur temps, c'est ça qui rend la vie digeste. Oui, je suis d'accord. Tu sauves pas des vies en greffant des cœurs, mais en racontant des histoires qui font rire, qui font pleurer, qui font rêver, des histoires cathartiques quelque part. Ouais. Ça sauve aussi des vies, je pense. Sincèrement. Ça fait très plaisir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça rend la vie plus digeste. Moi, j'estime que mon métier, c'est le citrate de bétaïne de la vie quotidienne. C'est une belle phrase, je la reprendrai. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière, dans ta vie, où tu as eu envie de tout plaquer et de te barrer extrêmement loin ? Non, dans ma vie professionnelle, j'ai eu des ras-le-bol, des saturations ou des moments où j'avais l'impression que ça n'allait pas assez vite ou pas assez loin ou pas assez bien. Mais j'ai jamais eu envie de me barrer. En revanche, dans ma vie personnelle, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé... et j'espère que ça m'arrivera plus, mais je sais que ça m'arrivera à nouveau, d'avoir des moments où tu veux faire pause et reprendre plus tard, quoi. Parce que c'est difficile, ça sature, parce que t'arrives plus à gérer et parce que t'es très triste. Dans la vie professionnelle, je trouve que le seul frein, c'est quand, au lieu d'avancer sur ton propre trajet, tu commences à être mangé par la rivalité, la comparaison... et la rancœur, enfin l'aigreur, quoi. Il faut être conscient qu'on est là où on est pour une raison et il faut vouloir aller plus loin, évidemment, toujours, mais jamais sans vouloir de ce qu'on ne peut pas changer, à savoir ce qui t'a amené jusque là où t'es, quoi. C'est pas possible de s'en vouloir, c'est trop de la perte de temps ou d'en vouloir aux autres ou de penser que ça aurait pu être autrement. C'est comme ça. Et moi, j'essaye, surtout dans mon métier où il y a énormément, traditionnellement, et puis en plus les gens aiment bien raconter ça, de rivalité et de comparaison. Mais en fait, moi j'appartiens à une génération où on essaie de supprimer cette idée de comparaison et de rivalité et de travailler ensemble, d'avoir un regard hyper bienveillant sur ce que font
nos collègues, et voilà. C'est-à-dire que dans le milieu du cinéma, du théâtre, entre comédiennes, vous essayez d'être beaucoup plus solidaires et de faire une vraie sororité entre vous, plutôt que de se laisser engrainer à se tirer dans les pattes comme si vous étiez en compétition pour c'est ça. Le rôle de la femme. Je pense, tout à fait. Mais je pense qu'il faut supprimer la compétition. En fait, c'est pas tout à fait juste. La compétition, il y a quelque chose de bon dedans. C'est-à-dire que la compétition donne envie de se dépasser. Et la compétition, ça sous-entend pas qu'il y a des perdants. Ça sous-entend que on doit être le meilleur possible. Et ça, c'est plutôt positif. Mais la rivalité, c'est épouvantable. Épouvantable. Se dire que quelqu'un a pris la place où tu devrais être, non. Si quelqu'un est à cette place, c'est parce qu'il la mérite et qu'il est probablement plus évident que toi dans cette place. Et toi, tu auras un autre chemin qui sera super aussi, quoi. Mais par contre, il ne faut pas tarder à y aller, quoi. Est-ce que tu as eu des mentors qui t'ont aidé à forger ce chemin-là, ou c'est quelque chose que tu as trouvé au fond de toi ? Honnêtement, si. Alors, dans le théâtre, évidemment, au départ, j'ai eu des gens qui m'ont adoptée. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé au théâtre Sylvia Montfort à Paris dans le 15e parce que j'ai été adoptée par Régis et Marie-France Santon, qui était le directeur de ce lieu et metteur en scène récurrent dans ce lieu et qui m'a permis d'être professionnelle, intermittente et de travailler sur une très, très grande scène de théâtre dès mes 22 ans. Donc, ce qui fait que j'ai commencé tôt, en fait. J'ai été tôt une professionnelle. J'ai gagné ma vie, j'habitais seule et vécu ma vie d'actrice à partir de 21 ans. Ouais. Et ça, c'est sûr que je le dois aux premières personnes qui m'ont fait confiance. Mais je dirais pas que j'ai eu des mentors, même dans le one-man show, même au cinéma, etc. Parce que tout l'objectif de ma vie, c'est d'inventer une voix personnelle. Il y a des gens que j'admire pour les mêmes raisons, parce qu'ils sont extrêmement vigilants à être originaux dans le sens création originale. Voilà. Je voudrais poser une question sur tes différents médias d'expression entre le théâtre et le cinéma. Donc, tu as commencé plutôt au théâtre et tu as fait beaucoup de théâtre. Qu'est-ce qui t'a surpris en positif, un peu ton rapport d'étonnement en commençant vraiment le cinéma? Qu'est-ce qui, pour toi, est ce qui était le plus différent du théâtre, soit en super bien, soit en ok, je m'attendais pas à ça. Alors, ouais. Moi, ce que j'adore au théâtre, évidemment, c'est l'échange avec le public et le caractère extrêmement galvanisant et sublime d'être ensemble dans une même pièce. Et moi, j'appelle ça un dialogue, sauf qu'il n'y a que moi qui parle. Mais c'est quand même un dialogue, c'est ça qui est marrant. Et en fait, il y a un truc très très beau sur la société. C'est-à-dire que tu te dis, c'est quand même incroyable que des gens viennent ensemble dans une même pièce. En plus, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, de machin, de trucs, entre quatre murs, écouter d'un côté, raconter de l'autre une histoire. Et je trouve que c'est politique, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Le cinéma, c'est la même démarche de la part de ceux qui viennent au cinéma. Mais après, le cinéma touche aussi les gens qui le regardent seuls dans leur canapé, etc. Le cinéma, ce qui est extraordinaire, c'est la puissance de précision de ce média. C'est-à-dire que vraiment, le choix des plans, des images, etc., va vraiment aller droit au cœur du spectateur, téléspectateur, ou voilà. Et c'est un art que je découvre, mais complètement émerveillée depuis une dizaine d'années, parce que moi, je n'étais pas extrêmement cinéphile, j'étais très théâtre, pas autant cinéma, et j'en ai fait à partir de mes 30 ans, j'en ai pas fait dans la vingtaine du tout de cinéma comme actrice. Et en fait, ce que j'adore, c'est un travail extrêmement différent, ce que j'adore au cinéma, c'est en très peu de temps, il faut être extrêmement performant. Voilà, tu as 3-4 prises maximum, avec une immense écoute et un immense ancrage dans le présent. Tu peux absolument pas être mécanique, etc. Enfin, voilà, tu as une toute petite chance d'être très bon. Oui, c'est un peu ce que je me représente, c'est-à-dire que j'ai fait un peu de théâtre au lycée et tout, enfin voilà, où j'arrivais bien, une fois que je suis dans le personnage, après on y va et ça coule tout seul presque, mais dès qu'on s'arrêtait pour répéter des scènes, j'étais vraiment beaucoup moins bonne, parce qu'il fallait du temps pour être dans le personnage. Il faut beaucoup de temps, alors qu'au cinéma, tu n'as pas beaucoup de temps. Tu n'as que très peu de temps.
en toute chose. Hein. Pour le préparer, t'as pas beaucoup de temps. Et pour jouer, c'est très très court. Et il y a toute une équipe qui dépend de toi. Donc il faut être très efficace dans un moment M. Et puis en plus, vous tournez pas dans l'ordre. Enfin, pas forcément dans l'ordre. C'est horrible. Il faut être extrêmement en éveil, avoir beaucoup travaillé pour savoir voilà, qu'est-ce qu'on raconte à ce moment-là précis, etc. Mais ce qui est extrêmement réjouissant au cinéma, c'est qu'à chaque fois, c'est une ville. C'est-à-dire que tu as 50 personnes qui créent un univers aux ordres d'un artiste qui est le réalisateur. C'est hallucinant. C'est comme un orchestre de l'image. Ouais, exactement. Encore une question sur ce sujet, parce que donc, tu es à l'affiche du film Premières Vacances qui sort le 2 janvier 2019, oui. dont tu es également la co-scénariste. Tout à fait. Donc entre l'histoire que tu as imaginée et coécrite et le produit fini, c'est quoi par quelles étapes tu passes en fait? Est-ce que tu es, alors j'imagine satisfaite du résultat, bien sûr, c'est pas ma question, mais c'est plutôt entre le moment où tu projettes des choses et le moment où elles se mettent en place, c'est pas trop frustrant, c'est pas trop long, tu vois? C'est quoi ton processus en fait entre le moment où t'as bossé sur le plan, sur l'écrit, sur l'idée, sur développer tout ça et le moment où tout se met en place et tout se crée, c'est comment tu te sens à travers tout ce processus? Alors, quand t'es auteur, t'es tout puissant au départ. Parce que tu fais jaillir de rien, du néant, une histoire, des personnages et un point de vue sur le monde. Voilà. Ton histoire, elle va véhiculer un point de vue. Donc, t'es tout puissant. Et puis, ton histoire passe à un réalisateur et interprétée par des gens et des acteurs. Et en fait, il n'y a plus que la substantifique moelle de ce que tu avais fait, qui reste et qui est très solide si tu as bien travaillé. Mais par contre, tu n'as plus le pouvoir. Tu passes la main. Donc, il faut avoir envie de raconter une histoire et non pas d'avoir le pouvoir. Ce qui est joli, c'est que tu es au service de quelque chose, du coup, qui te dépasse complètement. Ce qui fait qu'il y a toujours un moment délicat où quand tu vois le film pour la première fois, tu te dis mais c'est tellement loin de ce que j'avais écrit. Forcément, c'est obligatoire parce que les images sont nouvelles et différentes de ce que tu avais écrit. C'est obligatoire. Tourner, monter, ça réécrit à chaque fois l'histoire. Mais moi, ça m'est arrivé 2 fois, une fois sur Les Gazelles et là sur Premières Vacances. J'ai toujours une sorte de vertige quand je vois le film la première fois. Et dans le cas du film de Mona Achache, comme dans le cas du film de Patrick Cassir, je suis hyper attachée au film au bout de quelques visionnages. C'est parce que c'est 2 films que j'estime extrêmement réussis aussi. Donc, et c'est vrai que Premières Vacances, maintenant, j'adore le revoir. J'adore, je peux le revoir, je ne m'en lasse pas. Alors que la première fois que je l'ai vu, j'ai été extrêmement surprise, en fait. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit plus de ce qu'on avait mis, mais en même temps, il y a tellement de choses nouvelles. C'est magnifique, en fait. Merci beaucoup pour cette réponse qui était beaucoup plus claire que ma question, je me rends compte. mais oui, c'était le sens de ce que je te demandais. Moi, j'écris aussi et c'est vrai que je pense que je suis arrêtée beaucoup, et je pense que je ne suis pas la seule, par ne pas voir ce que ça peut donner à la fin et la peur, justement, que le truc t'échappe. Mais c'est hyper intéressant, en fait, de t'entendre, du coup. Il ne faut jamais avoir peur que les choses échappent. L'essentiel, c'est que les choses existent. La première fois que tu as défendu une idée ou un projet avec tes tripes, envers et contre tout le monde, c'était quand et c'était quoi? Justement, c'était le financement des Gazelles, je dirais. Parce que moi, je connaissais pas le milieu du cinéma. Et puis, on m'a dit à un moment donné, il est possible que le film se fasse plus. Je dis, ah bon, pourquoi pas? Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir Canal+. On va faire un rendez-vous, on va y aller, on va défoncer les portes. Non, mais la porte est fermée. On va défoncer les murs. Et en fait, moi, j'ai toujours cette image. Quand on me demande justement, mais alors vous êtes du genre, si on vous ferme la porte, vous entrez par la fenêtre. Je dis non, vous n'avez pas compris. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a même pas de cheminée, quoi. Il y a une muraille, tu prends un maillet et tu la défonces, quoi. Mais en fait, elle n'est pas si solide et ça se défonce bien. Mais c'est ça pour moi, imposer son point de vue, son œuvre, etc. pour tout le monde. Merci beaucoup alors d'avoir défendu Les Gazelles, parce que c'est comme ça que je t'ai connue.
Et j'ai adoré ce film. Ah, et il a merci. fait vraiment du bien. Alors que c'est pas ma génération, je suis un peu plus jeune que les personnages des Gazelles, mais je me suis beaucoup retrouvée. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte que, enfin, des projections diverses, ces projections de ces meufs qui galèrent à se retrouver dans la vie, à se projeter dans le futur dans lequel elles rentrent pas, à savoir Marie les enfants, l'emprunt immobilier, le Labrador. Ouais, c'est ça. Et vraiment, moi, ça m'a fait un bien fou et je sais que je suis pas la seule. Merci beaucoup pour Ah, ça. c'est sympa, ça me fait très plaisir. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as pris conscience de ta voix, de ton pouvoir, de ton impact ? Oui, je pense que... Alors, j'ai toujours été consciente du fait qu'être sur scène était avait une forme de pouvoir ou de puissance dans la mesure où tout le monde n'a pas l'occasion d'être écouté dans la vie ou entendu. Et voilà, moi je fais des seuls en scène, beaucoup, en dehors du théâtre, j'en fais aussi beaucoup. Mais les seuls en scène, c'est la liberté absolue de dire tout ce que tu veux sur tout ce que tu veux. Moi, c'est le spectacle... alors, la toute première fois que j'ai présenté mon tout premier spectacle, qui s'appelait Camille Attaque, j'ai fait un showcase et j'ai eu un vertige de plaisir et de lucidité. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, les gens rient, comprennent, ça circule. C'est incroyable le pouvoir de l'écriture et de l'interprétation d'un seul en scène. Et après ce premier spectacle, j'ai écrit un spectacle beaucoup plus personnel, donc Né sous Giscard. Et là, je me suis rendu compte, je veux dire, j'étais pas la fille de quelqu'un de connu ou la sœur de quelqu'un de connu. Je n'avais pas fait, les Gazelles étaient en train de sortir au cinéma, mais j'étais pas une star de cinéma. Juste par le fait d'exprimer une voix générationnelle qui, je pense, était assez juste et faite avec humour, les gens ont adhéré en masse et tout de suite. Et je me suis dit, c'est merveilleux, c'est-à-dire que tu peux devenir un porte-parole parce que tu t'es auto-présenté, en fait. Je suis devenue déléguée de classe de ma génération à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça fou. Et je me suis dit, maintenant, c'est un devoir, s'il y a des gens qui ont la politesse, la gentillesse, la folie de venir m'écouter tous les soirs. C'est dur de faire du théâtre, c'est dur d'avoir un public. J'ai la chance d'avoir joué à guichet fermé ce spectacle et le suivant. Et je me dis maintenant à chaque fois, pourvu que ça continue déjà, bien sûr, mais comme le public me fait cette fidèle présence, m'honore de sa fidèle présence, je me dois de raconter des choses fortes, qui les gardent en éveil, qui les fassent réfléchir et qui les rendent un peu plus heureux aussi, quoi. Donc je me mets une très haute exigence dans l'écriture de mes spectacles. Et dans l'écriture des films, c'est pareil. Patrick Cassir et moi, c'est mon conjoint, hein, quand on a écrit Premières Vacances, on s'est dit, il faut que les gens se reconnaissent dans ce film, mais que ça leur donne de l'espoir. C'est-à-dire que on ne veut pas faire une comédie romantique comme celle de notre enfance, qu'on adore, hein, mais parce qu'en vrai, on veut plus dire aux générations futures, Richard Gere va venir avec une échelle en bas de ton immeuble et un bouquet de roses, parce que d'abord ça n'arrivera jamais, et d'autre part c'est pas ça le romantisme. Le romantisme, c'est la vraie vie, c'est d'accepter les défauts de l'autre, et en fait c'était hyper important pour nous de faire une comédie romantique réaliste. Et là aussi on s'est dit, exactement pour mes spectacles, on s'est dit dans le scénario de Premières Vacances, on a une responsabilité à l'écriture, c'est de dire l'amour c'est possible, mais c'est prosaïque. C'est pas que du rêve, de l'illusion, du fantasme. Non. C'est pas des flambeaux devant un soleil couchant comme veulent nous faire croire toutes les émissions de télé-réalité. C'est pas ça. L'amour, c'est l'intimité intestinale. C'est le prosaïsme. C'est s'engueuler pour le choix d'un resto. Mais c'est dépasser tout ça et rigoler. C'est super beau ce que tu viens de dire, vraiment. Merci. Est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a un jour où tu as eu la sensation de faire bouger les lignes, un peu dans la suite de tout ce que tu viens de dire sur avoir un pouvoir? Ouais, j'ai eu la sensation de faire bouger les lignes sans l'avoir voulu. Au moment où Les Gazelles est sorti. Les Gazelles, nous, on avait vraiment voulu raconter notre vie. Enfin, moi, je voulais raconter ma vie. La vraie vie des filles trentenaires qui tombent en célibat
Après des relations longues, il y en a 1000. C'est hyper connu comme phénomène de connaître la liberté à la trentaine. Soudain, une espèce de bouffée d'inspiration et en même temps d'avoir très peur de finir seul, de machin, de trucs. Et en fait, ce truc-là, c'est ça qu'on voulait raconter. On voulait pas du tout faire autre chose et on n'était pas parti sur un manifeste féministe, quoi. Mais la façon dont les gens l'ont reçu et dont les journaux l'ont reçu et dont les médias s'en sont emparés m'a fait réaliser qu'en fait, rien que de raconter réellement les coulisses de la vie des meufs, c'était politique. Ça n'était pas notre intention de base, mais c'était politique. Les gens s'étonnaient de voir une meuf qui est vraiment le personnage principal avec toutes ces coulisses qui sont vraiment qu'on choisit de montrer. Et on nous avait vachement dit oui, mais attends, c'est dégueulasse, on voit une meuf s'épiler, on voit une meuf machin, attends, on ne veut pas voir ça. J'étais là, mais peut-être qu'on s'en fout de ce que vous voulez voir ou pas, les mecs. C'est pas du tout une guerre, c'est qu'il y a quelques résidus dans notre société, heureusement de moins en moins, quelques résidus de paternalisme, de misogynie, mais hyper enterrées, souterraines, que les gens ne réalisent pas vraiment. Et les gazelles, a, je pense, participé à casser tout ça. Je te le confirme. Côté média et côté spectatrice, vraiment. Pour moi, c'était le tournant des comédies françaises. Moi, je suis bon public, j'aime beaucoup de choses, mais bon, je trouvais qu'il y avait un peu de paresse dans pas mal de comédies. Et alors, celle-ci, ça m'a fait arrêter tout de suite avec cette méfiance de base vis-à-vis des comédies françaises. Et derrière, maintenant, j'y vais les yeux fermés parce que je sais que potentiellement, je peux être très, très surprise. Et enfin, les gazelles, vraiment, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré pour tout ce que tu viens de dire. Ah, bah, ça me fait super plaisir. On arrive vers la fin de cet entretien, car il faut que je te libère. Alors avant ça, 2 dernières questions. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie ? Il y a un truc que j'ai entendu il y a 2 ans, qu'a dit une actrice. Et je trouve que c'est un très mauvais conseil. Mais elle, ça lui a réussi. Mais je veux dire, moi, je pense que c'est un mauvais conseil dans la vie en général. Je pense que c'est pas la solution pour être heureux. J'ai entendu une actrice dire, pour réussir, il faut avoir le goût du sang. Et je dis pas que c'est faux, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai pas envie d'avoir le goût du sang. J'ai envie d'avoir le goût de la vie. J'ai envie d'avoir le goût des autres, comme dirait Jaoui Bakri. Ça m'intéresse plus d'avoir le goût des autres. Parce que j'avais entendu Jean-Pierre Jeunet qui recevait son César et on lui avait dit c'est le plus beau moment de votre vie et il avait dit bah non parce que je couche pas avec mon César, donc le plus beau moment de ma vie c'était quand je me suis mariée. Et j'avais trouvé ça hyper mignon et j'étais là, c'est vrai que tu couches pas avec ton César, quoi. Et que c'est génial de continuer à batailler pour être entendu, pour dire des choses importantes sur le monde dans lequel on vit, pour faire rire, pour divertir, pour que les gens supportent les moments plus moroses de notre époque, pour que les gens se tendent la main et tout. Mais faut pas oublier, je veux dire un gros cliché, mais je le pense vraiment, et c'est un peu ce que raconte Premières Vacances aussi, faut jamais oublier d'aimer et d'être aimé, quoi. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie ? Ah ouais, ça c'est la maman de Camille Cotin qui me l'a donné. Je suis très proche de Camille depuis très longtemps, on est très très copines, et sa mère est une femme fantastique qui s'appelle Edith. Et Edith m'a dit un jour, le plus important, ça n'est pas d'avoir raison, c'est d'obtenir ce que tu veux. Ne cherche pas à avoir raison à tout prix. Parce que moi, je voulais tout le temps la justice, qu'on admette que j'ai raison. Elle me dit, tu t'en fous d'avoir raison. Obtiens ce que tu veux. Parfois, laisse des armes à l'interlocuteur. Dis-lui qu'il a raison, tu t'en fous. Ce qu'il faut, c'est au final obtenir ce qui est juste. Et ça, professionnellement, ça m'a fait faire un bond énorme. J'ai complètement arrêté de faire des querelles d'ego, etc. Ou de... qu'on entende ma voix, qu'elle soit reconnue. Non, avoue que j'avais raison. On s'en fout. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour la vie privée. L'essentiel, c'est d'obtenir ce que tu veux. Merci beaucoup pour cet excellent conseil. Merci beaucoup pour tout cet entretien, vraiment. Premières Vacances sortira donc le 2 janvier 2019. Ah oui, c'est une comédie super drôle. Et Mademoiselle.com est très fière d'en être partenaire. Donc on accompagne beaucoup la sortie du film. Dans la description, je mettrai tous les liens autour du film, bien sûr. Super. Et où est-ce qu'on peut te retrouver en 2019, si tu as d'autres projets à venir dont tu peux nous parler à ce stade ? Oui, je viens de terminer le tournage d'une formidable comédie très, très douce et très belle avec Chantal Lobby, où les 2 personnages principaux sont Chantal Lobby et moi-même. Et elle est extraordinaire. Chantal Lobby est un génie.
un génie comique, mais un génie d'émotion aussi. Et c'est le premier film de Jésabel Marquez, et ça s'appelle Sol. Et ça sortira en 2019, ouais. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour cette saison, mais je reviens en 2019 bien sûr. Merci beaucoup pour le soutien, les commentaires, les messages. Merci pour les étoiles, merci pour tout l'amour. À mon tour de t'en rendre un petit peu en retour. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente année 2019. Et je te donne rendez-vous en janvier.